Ça tourne? Ouais, cool. Bon, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle FAQ, une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps. Je vais essayer de... J'ai regardé mes vidéos, mes dernières vidéos, avec cette petite période de recul, et j'ai vu que j'avais des tics, des mimiques, même des tocs. On en dirait un vrai gogol. Donc je vais arrêter d'avoir des petits trucs dans la main pendant mes vidéos. Je vais rester concentré, je vais essayer de plus regarder l'objectif pour mieux m'occuper de vous. Et voilà, je prends en considération vos commentaires, même les insultes. Il n'y a pas de souci. Donc c'est parti les gars, première question. On va commencer tranquille. Alors, est-ce que s'entraîner avec une amplitude maximale tue la tension continue? Ça, tu vois, c'est une belle question. Donc la tension continue, on va prendre un exemple très simple. Tu prends le plus simple, les bras. Tu prends ta barre Z, tu fais du curl. Ok? Tu fais ton curl. Bon. Garder la tension continue, ça veut dire que tes bras ne descendent pas complètement, ok? Donc le gars, il me pose la question, il me dit, si je tends complètement mes bras, d'accord, théoriquement, je perds la tension. Oui. Théoriquement, tu perds la tension, sauf que, tu dois appliquer un principe qui s'appelle le tempo. Bon, pas à la Nassim, d'accord? C'est pas lui qui a inventé ça d'ailleurs, c'est Charles Poliquin qui a inventé ça. T'as 3 phases dans le tempo. Un tempo classique, c'est genre 3, 0, 1. 3, c'est l'abaissement de la charge, 3 secondes. 0, c'est le temps pendant lequel ta charge est en mode sans gravité. Et 1, c'est le temps de soulèvement de la charge. 1 seconde, d'accord? Donc tu vas faire ton curl. 1, 2, 3, tout en bas, 0 et boum, 1. D'accord? Donc si tu appliques ce tempo, qui est le tempo classique pour la musculation, le bodybuilding et l'hypertrophie, tu ne vas pas perdre la tension continue, ne te prends même pas la tête avec ça. Si tu fais 3 secondes d'abaissement, et ensuite tu restes 3 secondes en bas, et tu remontes 1 ou 10 secondes, peu importe, là, tu as perdu la tension, donc tu n'as plus ce principe de tension continue, de 1. Et de 2, cet exercice, enfin ce que tu fais, ça s'appelle un rest pause. Rest pause, d'accord? Et c'est une technique utilisée, je l'applique souvent à mes élèves de temps en temps sur des cycles de force, d'accord? Par exemple, tu te mets à la presse, tu charges lourd, tu veux faire 8 reps. Mais tu as mis tellement lourd que tu vas pas réussir à faire 8 reps. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais 6 reps, tu les fais très bien. 10 secondes de repos, tu reprends 4 reps, 10 secondes de repos, ou 15, et ensuite 2 reps, d'accord? Donc au lieu de faire 8 reps, tu as réussi à faire 6 plus 4 plus 2, tu vois? Juste, tu as placé 10 plus 10, 20 secondes de repos, au final, c'est pas mal. Tu as vu, c'est une technique qui s'appelle le rest pause. Donc non, s'entraîner avec une amplitude maximale, donc tu as complètement, tu vas complètement baisser le poids, ne tue pas la tension continue si tu as un tempo correct, ok? Next question. Next question. Pardonnez-moi mon franglish. J'ai de plus en plus de problèmes de digestion que je n'avais pas avant. Dès que je mange, que faire? Alors, ça c'est, comme je disais, c'est une excellente question. Pourquoi est-ce que je l'entends de plus en plus et pourquoi je pense qu'elle va arriver de plus en plus? Parce que il y a de plus en plus de go muscu, d'accord? Et ça commence à faire une petite décade que les go muscu sont en place, et donc qui dit go muscu dit manger. Manger beaucoup, manger n'importe quoi. C'est-à-dire les diètes à 3500 calories alors que le mec il ressemble à rien. Tu vois, il continue dans son délire. 3500 calories, non, je calcule mon truc. 3500, non, je vais pas manger 2500 calories, c'est pour les dep. Ah, tu n'as pas les abdos, pourquoi tu restes à 3500? Et du coup, il l'envoie. Il envoie les calories. Banane, avoine, beurre de cacahuète, je sais pas quoi, des œufs, fromage blanc, il continue à grossir. Bon, ouais. Et même après, s'il fait la sèche, en faisant ça, en fait, il a tellement fatigué son corps qu'il a peut-être bouleversé sa flore intestinale, d'accord? Et ce qui fait qu'il y a de plus en plus, et il va y avoir de plus en plus, ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable ou le syndrome du côlon irritable, ou encore pire, la maladie de Crohn. J'ai 2 élèves qui ont eu ça, je les ai soignés, je suis pas médecin, je les ai soignés par 2-3 petits trucs, et je vais vous expliquer comment faire. La première astuce, c'est, avant de parler d'astuce, j'explique ce qui se passe quand tu as des problèmes de digestion, c'est tu manges un truc, et peu de temps après, tu vas aux toilettes. Premier truc. Deuxième truc, ta selle est moyenne. Troisième truc, tu vas plus de 3 fois aux toilettes par jour. 2-3 fois. Pour essayer de pas pipi. Tu vois? Ok. Donc comment soigner ça? Déjà, le premier truc, c'est
séparer l'eau de ta nourriture. Donc tu ne bois pas d'eau 15-20 minutes avant ton repas solide, 15-20 minutes après. Ok? Moi, perso, pour moi, ça c'est impossible, parce que j'adore le Coca Zéro. Surtout quand je fais des diètes un peu sèches pour avoir les abdos, machin, tout ça bien saillant. Coca Zéro, j'adore Coca Zéro. J'en bois pas des litres, mais j'ai besoin d'avoir mon petit verre pour le goût pendant le repas. Donc je tape pendant le repas. Ça me dérange pas sur la digestion, donc ça passe. Le deuxième truc, et c'est là que je vais entrer dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet, c'est... il y a deux remèdes. Le premier remède, c'est prendre des probiotiques. Ok, les probiotiques, tu as deux souches de bactéries. Tu as le lactobacillus et le bifidobacterium. D'accord? Donc, tu peux choisir la quantité de cette souche dans ce que tu achètes. Tu as 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, 10 milliards, 100 milliards, 20 milliards, 50 milliards. D'accord? Commence à 10 milliards. D'accord? Il faut prendre une seule gélule avant de manger. Donc, l'idéal, pour moi, hein, l'idéal, ce que je fais à mes élèves qui ont des problèmes, c'est, tu prends ton petit-déj, d'accord? Une fois que tu as digéré ton petit-déj, 1 heure et demie après, tu prends ton probiotique et tu déjeunes 1 heure et demie après, ok? Tu fais ça tous les jours. Si tu fais ça tous les jours pendant 10 jours, je te jure que déjà, tu vas aller beaucoup mieux sur ta digestion. Déjà, ta selle sera moins liquide, moins molle. Tu vas y aller moins et tu auras moins ce sentiment d'avoir un problème de digestion, problème de ballonnement, problème au ventre, de mal te sentir, etc. La deuxième astuce, c'est un complément, ça s'appelle la bétaïne. The balmy southwestern states might have a chance, but New York will have tidal waves that envelop all of the northeast. Bétaïne, oh, moi je vais me faire strike par YouTube. La bétaïne hydrochloride, bétaïne HCl, ok? Ça, t'en prends environ 500-600 mg au début de chacun de tes repas. Donc on va dire, t'as 3 gros repas dans la journée avec 2-3 petites collations. Matin, déjeuner et dîner. Tu prends ta bétaïne avant ton repas, 5-10 minutes avant. Je te jure, tu fais le combo des deux. Plus ne pas trop boire. Plus enlever des aliments qui te provoquent ça. Donc là, en fait, les personnes qui ont ça, tu sais, elles demandent à leur médecin ou l'entourage et tout. Les gens vont dire, ah, il faut que tu prennes des fibres. Il faut que tu manges des fruits. Il faut que tu fasses ci, machin. Bon. Donc le gars, il va faire quoi? Il va ajouter des flocons d'avoine. Il va ajouter des fruits. Va ajouter je sais pas quoi, ça va le flinguer encore plus. Et il va pas comprendre, il va se dire, moi, il y a des fruits, je mange bien, je mange pas de la merde, et j'ai des problèmes de digestion. Donc non, en fait, ça va aggraver. T'ajoutes des fibres, ça va aggraver ton truc. Calme ton système digestif, ne lui envoie pas des aliments qui créent des inflammations, dur à la reprise. Par exemple, il y a les oignons. Les oignons, ça crée des inflammations, mais fort, très fort. Moi, je kiffe les oignons. Depuis que je les ai enlevés, je me sens beaucoup mieux. Bon, c'est pas comme si j'avais des problèmes de ouf, mais je sens l'effet. Enlève les oignons. Tu verras la différence. Tu verras la différence, mais ça, en 10 jours, normalement, tu vas mieux. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à cette question. Les gars, essayez. Encore une fois, c'est des trucs que tu peux choper en pharmacie tranquille ou sur le site des compléments, etc. Lactobacillus et bifidobacterium, d'accord? Tu as besoin que de ces deux souches de bactéries qui vont réparer ta flore intestinale. T'essayes ça 10 jours, moi je conseille garder ça jusqu'à ce que tu ailles mieux. Une fois que tu vas mieux, t'arrêtes doucement. Et une fois que t'as arrêté, regarde si tu vas mieux, t'as plus besoin de ça, nickel. J'ai remarqué que, bon, dans mon pays, en Iran, personne n'a des problèmes de digestion. Pourquoi? Parce qu'on mange beaucoup de yaourt. Je suis pas fan des produits laitiers. Du lait, j'adore le lait. Le lait, je bois pas, j'en bois, je suis KO. Le yaourt, ça me fait rien. D'accord? 1 de yaourt par-ci par-là. Les gars, tapez 1 de yaourt. 1 yaourt par jour, même 2, ça va rien faire. Il y a 5-6 grammes de glucides, c'est pas ouf. T'as des probiotiques dedans. Ça va faire vraiment du bien. Si t'as pas envie d'acheter des compléments, voilà, tu peux prendre ça. Ce sera moins efficace parce que c'est moins dosé. Ça reste pas mal. Commence avec les compléments. Ensuite, petit yaourt et ça va aller. Cool. Franchement, les gars, j'enchaîne. Hein. J'essaie d'être concis, rapide, de tout dire, de rien oublier. Alors, quels sont tes conseils niveau nutrition seulement pour une meilleure récupération? Ah, très bonne question, parce qu'en plus, il a compartimenté la question. Il a dit juste sur la nutrition. Il y a un truc, c'est ma marque de fabrique. C'est la nutrition, les deux. C'est le timing des glucides, et le deuxième, c'est la nutrition péri-workout. Autour de l'entraînement, excusez-moi. Donc, pourquoi?
Très simple. Moi, je vais t'expliquer ce que je conseille, ce que je donne à mes élèves, ce que je fais moi depuis longtemps, et je vais te dire pourquoi. Pourquoi du comment, tu vas comprendre. Je conseille toujours, soit un repas solide qui contient glucides, protéines. Donc quand je dis solide, c'est par exemple un plat de riz, le simple, tu prends le basique, riz poulet, d'accord? En fonction de ta quantité de riz et de poulet, ça va être soit 2 heures avant l'entraînement, soit 1h30, soit 1h15, soit 1 heure, d'accord? Si tu as juste 100 grammes cuit, 300 grammes cuit, c'est pas pareil, ok? Moi, ce que je fais, je conseille, c'est genre une petite portion de riz cuit ou patate douce ou pomme de terre, peu importe, avec ta protéine, pas trop, d'accord? Ok? Et ou faire en sorte que les glucides se diffusent lentement pendant l'entraînement, d'accord? Pour avoir un niveau d'insuline stable, d'accord? Assez élevé et stable. Je vais en revenir après pourquoi. Donc, ce que je recommande, c'est comme j'ai dit, le gros plat solide 1h30 avant, 2 heures, et 15 minutes avant l'entraînement, des glucides rapides, avec une certaine quantité, petite quantité moyenne, ça dépend. Si tu es balèze, 90-100 kg, tu n'es pas un métabo assez rapide, tu peux taper 40 grammes de glucides. Si tu es balèze ou moyen, mais tu as un métabo lent, tu fais facilement du gras, dépasse pas 25 grammes de glucides. Dépasse pas 25 grammes de glucides, ok? Donc, tu peux prendre soit des galettes de riz, c'est très simple, digestion optimale. Par galette, tu as 5 grammes, donc tu en prends 4, 5, tu as fait 20, 25 grammes. Tranquille, et en plus, ça se diffuse. Le pic d'insuline est assez élevé, donc l'insuline va monter, va descendre doucement. Donc à ça, tu ajoutes 5-6 grammes de beurre de cacahuète ou d'amande pour ralentir le pic d'insuline, la diffusion des glucides, et tu as un niveau d'insuline assez stable, ok? Ma source préférée de glucides pour ça, c'est le complément qui s'appelle le cluster dextrine. Cluster dextrine, c'est génial. J'en conseille à mettre. Quand tu prends un coaching avec moi, je te conseille, je te dis prends cluster dextrine ou maltodextrine plus un autre truc, tu vois, peu importe. Cluster dextrine, tu prends 20-25 grammes. Moi perso, à mon poids, 1m80-90 kg, sec. D'ailleurs, j'ai les abdos apparents de ouf en ce moment. Ma balance Xiaomi, elle m'indique 28% de matière grasse. Donc je leur envoie un message. Je pense qu'il y a un bug. Bref. Et c'est bizarre, parce que j'en ai racheté une nouvelle, avant j'en avais une, j'étais 12, 13, tu vois, confinement j'étais monté à 14, c'était pas terrible. Je suis vite descendu à 11,5 même à un moment, j'en ai racheté une nouvelle, et là, hop, 28% de matière grasse, super. Donc je disais, il faut que le niveau d'insuline soit élevé et stable pendant l'entraînement, pourquoi? Parce que qui dit niveau d'insuline élevé et stable présent, dit cortisol bas. Le cortisol déclenche le catabolisme, je remets l'écran, le catabolisme musculaire. Catabolisme musculaire, c'est la destruction des protéines musculaires dans les cellules musculaires, d'accord? Donc c'est ça qui va faire en sorte que ta récupération va être amoindrie, c'est le catabolisme musculaire. Si déjà t'évites le catabolisme musculaire, il faut toujours voir les choses à l'envers. Meilleure récupération, c'est éviter ce qui t'empêche de récupérer, ce qui te détruit, d'accord? Donc tu empêches le catabolisme musculaire par l'ingestion de un organisme, peu importe lequel, qui va créer un pic d'insuline, qui va faire en sorte que le cortisol soit toujours le plus bas possible, ok? Bon, après, la question était juste sur la nutrition. Bon, si, admettons, t'envoies tes glucides, ton cluster dextrine, ok, tu t'entraînes archi bien comme un porc, mais tu prends des temps de repos élevés, même si tu as des glucides et l'insuline est là, tu as un peu de chance que ton cortisol monte quand même. Pas de ouf, parce que tu as l'insuline, mais monte. C'est pour ça qu'il faut toujours rester sur un temps de repos d'1 minute 30 pour pas laisser le temps au cortisol de monter. Ok? Ça, c'est autre chose. 1 minute 30 intense le plus lourd possible, ton cortisol, il va vouloir monter, que l'insuline va faire ça, et toi, au moment que ça monte, tu vas retaper une série, boum, tu vois? Ok, donc, optionnel, des lipides pour ralentir l'absorption, la digestion, l'assimilation des glucides. Voilà. Donc ça, c'est le pré-workout. Ok? Arrivé à un moment, tu vas commencer à avoir ta quantité de glucides que tu as ingéré avant l'entraînement. Donc tu prends les 20-25 grammes de cluster dextrine. Tu arrives à 40 minutes d'entraînement intense. Les gars, je parle de vrai entraînement. Je parle pas de t'arrives, tu fais ça, t'en fais 15-20, tu transpires même pas. Tu arrives couché, tu forces même pas, tu fais 2-3 triceps, et tu vois, je parle d'un vrai entraînement, les gars, un truc où tu t'es bien échauffé, tu pousses bien, temps de repos, clac, 4 séries, boum, t'enchaînes, avec un mini cardio à la fin, 10-15 minutes, tes abdos,
un vrai truc, des vrais exercices pour l'articulaire, l'isolation, superset, dropset, un vrai entraînement, les gars, je parle d'un vrai entraînement. Là, normalement, tes 20-25 grammes, ils se sont bien diffusés et ils commencent à, tu vois, ça commence à taper dans le rouge. Donc là, tu as un truc qui s'appelle l'intra-workout. Nutrition intra-entraînement. D'accord? Généralement, tu prends ça au milieu 2/3 de l'entraînement. Donc, ce qui fait que tu vas pas trop avoir besoin de post-workout, d'accord? Et vu que ton système parasympathique, petit clin d'œil à Nassim, et voilà, nanani, etc., tu vas pas pouvoir assimiler. Si tu assimiles, t'es pas top, etc. Tu vas devoir lire un livre. Lire un livre, c'est l'anabolisme maximal après entraînement, etc. Petit pic, mignon, Nassim, je te kiffe. Tu peux prendre aussi des glucides à assimilation rapide pendant l'entraînement. Donc pareil, tu peux retaper un petit peu de cluster, ou un petit peu de malto, d'accord? Ou encore des galettes de riz, tu vois? Ou de dattes. De dattes, c'est bien, ça va faire monter un petit peu l'insuline, même si c'est un fruit, il est différent. Tu vois, un truc comme ça. Donc pareil, glucides, mais attention, il faut quand même ta source de protéines, parce que il faut empêcher la dégradation des tissus musculaires par le catabolisme musculaire qui est provoqué pendant l'entraînement, parce que l'entraînement est une activité catabolique, d'accord, qui entraîne une réaction anabolique, d'accord. Donc, pour ça, en intra-workout, tu as tes glucides, en pré-workout, tu as tes glucides. Pré-workout, il faut toujours un peu de protéines, 15-20 grammes de whey, très bien. Et intra-workout, pareil. Donc, soit tu prends, bon, je vais pas dire de la whey parce qu'elle va pas être assimilée directement, tu en as déjà pris en pré-workout. Tu as ta whey du pré-workout qui commence à être qui est assimilée, très bien. Et en intra-workout, tu peux prendre des EAA, acides aminés essentiels. Vise toujours à taper 3,5 grammes de leucine. C'est ça qui active l'anabolisme et mTOR. Ok? Très bien. Donc là, après, tu arrives à la fin de l'entraînement, tu n'as même pas besoin de te ruer sur ton shake post-workout, ou ta banane, ou tes galettes de riz. Peu importe ton post-workout. Tu rentres chez toi, tu mets une demi-heure, 40 minutes, c'est pas grave, parce que ce que tu as mangé avant et pendant l'entraînement, tu as empêché le catabolisme, ça continue encore à se diffuser, t'es pas vidé de ça, t'es très bien. Donc après, tu rentres, repas solide, et t'es tranquille, d'accord? Tu peux lire un livre, tu peux te poser lire un livre avant de dîner, ça fait de mal à personne, ça fait même que du bien. Next question. Ah, celle-là, ça va faire du bien au petit junkie. Comment gérer sa diète si on prend du MK667 677, pardon. MK667, c'est un SARM. C'est un SARM, pardon. Je le classe, je sais même pas pourquoi il est classé comme un SARM. Je sais pas, en fait, SARM, Selective Androgenic Receptive Modulator. Ouais, c'est Osta, YK, Andarine, ok. Mais ça doit absolument... Le MK, qui est censé être de la hormone de croissance en capsule, n'a rien à voir avec les SARMs. Pour moi, hein. Bon, bref, ils ont mis dedans, t'as vu, ça fait vendre. Tant mieux pour le business, ça n'a rien à voir. Donc le MK677, c'est soi-disant l'hormone de croissance en capsule. Les bienfaits de cette MK677 sont un peu différents de la vraie hormone de croissance. La vraie hormone de croissance te fait vite perdre du gras, récupération, anti-vieillissement et tout, amélioration, réparation des tissus, tissus, je sais plus comment ça s'appelle là, merde, des tendons, des ligaments et tout. Le MK677 est censé faire la même chose, censé. Tu ne vas pas perdre de gras avec le MK677, tu vas même faire de la rétention d'eau, d'accord. Donc la question est très légitime et très intéressante. Comment gérer sa diète si on prend du MK677? Bah, fais en sorte, sachant que ça va créer la rétention d'eau, fais en sorte de ne pas avoir des aliments qui vont créer la rétention d'eau. De 1. Et de 2, ça fait monter le mauvais cholestérol. Donc quand tu prends du MK677, ne mange pas de merde, d'accord? Mange pas de la viande rouge grasse, d'accord? Quoique même la viande rouge pas grasse et le poulet pas gras, c'est tellement chimique, si tu prends pas du bio, élevé sans antibactéries, sans je sais pas quoi, tu vas faire du cholestérol. Donc mange pas trop, mange vraiment déjà zéro junk food, pas d'alcool. Vraiment, et une alimentation clean. Sinon tes triglycérides, tu vas faire un test, hein, tes triglycérides, les mauvais, vont monter. Tu vas faire la rétention d'eau, et voilà. Et en plus de ça, ce MK677, il booste l'hormone de l'appétit qui s'appelle la GH-reline, et ça te donne un appétit dog, c'est-à-dire tu ouvres ton frigo, tu peux manger même la poignée du frigo tellement t'as faim.
Donc c'est chaud. En plus de créer des coups de fatigue et des coups de barre de ouf, moi j'ai déjà pris. J'ai déjà pris ce truc, je voulais soigner mes tendinites, mes machins, ça ne m'a rien soigné du tout, ça m'a juste donné une faim de chacal. Franchement, j'étais un chien de la cage, je pouvais manger n'importe quoi. N'importe quoi, c'était horrible, j'ai vite arrêté. Et voilà, donc attention si tu prends ça, si t'as pas d'appétit, ça va te faire grave du bien, si de base t'as beaucoup d'appétit, tu fais 2 jours de diète, t'en peux plus, t'as envie de manger une pizza ou des glucides, tu prends ça, tu vas crever. T'es prévenu. Super. Next question. Comment corriger un bras plus gros que l'autre? Bah ça, c'est une bonne question. Moi, je vais répondre sur 2 points. Le premier point, c'est peu importe que ce soit le bras, ou une cuisse, ou une épaule, ou je sais pas quoi, ça va arriver. Tout le monde a ça. Moi, par exemple, j'ai le bras gauche qui est plus gros que le droit, alors que je suis droitier. C'est normal. Généralement, ton muscle... voilà, désolé. Si je suis droitier, donc mon biceps droit, mon bras droit va avoir plus de mal à être détruit, tu vois, stimulé, mis dans le rouge, d'accord, parce que je suis droitier, ok. Le gauche, il me sert à rien, il me sert même pas à me brosser, il me sert à juste mettre ma casquette, donc il va être facilement sollicité, donc il va répondre plus facilement, d'accord. Voilà pourquoi. Donc, comment tu fais? Bah déjà, travaille en unilatéral. Et par exemple, tu fais un curl, donc unilatéral, donc tu vas pas prendre de barre. Curl, halter, à gauche, tu vas mettre 20, à droite, tu vas mettre 22, 24. C'est tout con. C'est tout con. Et de 2, bah il faut accepter, il faut l'accepter. C'est normal. Donc ne te prends pas trop la tête sur ça. Tu vas te focaliser sur, ouais, j'ai un bec plus gros que l'autre, un bras plus gros que l'autre, ça va bouffer ton cerveau, et au final, tu vas passer à côté du reste. Ça va niquer ta croissance pour rien. Alors, je pense que j'ai un petit peu de temps, ça fait combien de temps là 25 minutes, oh my god. 5 minutes, 4 minutes les gars pour traiter une dernière question. Non, tu sais quoi, je me pose à la caméra. Voilà. Ah les gars, j'ai regardé, ça fait 25 minutes. C'est une très très longue FAQ, donc je m'excuse d'avance parce que la vidéo va durer plus de 30 minutes. Donc les gars, pardonnez-moi. Je suis désolé, pardonnez-moi. Il y en a qui vont kiffer, il y en a qui vont pas kiffer, ils vont dire c'est trop long. En plus, moi, quand je fais ça, ça met pas en avant ma chaîne. Ça met pas en avant ma chaîne parce que les gens, ils kiffent le contenu pourri, les trucs rapides, etc. Bon, après, moi, c'est un petit peu... C'est une FAQ. Une FAQ, les gars, je suis désolé, je suis obligé d'être un peu pointilleux précis. Et encore là, je suis grossier. Et honte à moi qui, tu vois, scientifique, machin, c'est grossier. Bon. Encore 2 questions. 2 questions qui me tiennent à cœur. Surtout une sur la whey native. Je vais finir par ça, ok. Donc, il y a un gars, un putain de chimiste qui m'a posé la question, le seul sur Terre qui m'a posé cette question, le seul sur Terre qui m'a parlé d'un truc que je connais. J'ai jamais entendu parler. Ton opinion sur la metformine? Est-ce que ça réduit la croissance musculaire? Voilà. Eh ben frérot, merci pour cette question, d'accord. La metformine, encore mon tic, la metformine c'est un antidiabétique oral. En gros, si tu vas un petit peu dans le fin fond de la chimie et du truc, ça réduit un petit peu la flore intestinale sur l'activation, désactivation des transports, des hormones de transport, des glucides, l'activation d'enzymes, etc. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les diabétiques qui prennent ça juste pour leur diabète. Okay. Des milliers de bodybuilders américains ont pris ça pendant des années et prennent ça encore. Ok. Ils prennent ça quand ils envoient beaucoup de glucides. Pourquoi? Parce que ça va faire en sorte que les glucides qu'ils vont envoyer ne vont pas être stockés en gras. D'accord? C'est comme de l'insuline, injection d'insuline, mais en oral. Donc ils font quoi? Ils finissent l'entraînement, metformine, ils attendent un petit peu, et là ils envoient les glucides. Donc ils vont être sûrs que ça va pas arriver dans le gras, ça va pas être stocké en gras. Le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui prennent ça avec des cheat meals, en pensant que ils vont pas trop stocker avec un cheat meal. Ça n'a rien à voir, ça joue juste sur les hormones de transport, les enzymes de transport de glucides, genre GLUT1, tu vois, par exemple. Ça n'a rien à voir avec les lipides, déjà. Bon, t'as d'autres compléments qui existent, compléments naturels à base de plantes qui existent, et moi je donne ça à mes élèves,
qui utilisent les mêmes principes, systèmes et mécanismes que la metformine, c'est la berbérine. La berbérine, les gars, moi perso, j'en donne à mes élèves qui ont du mal, qui stockent facilement, donc ceux qui ont un métabo lent, tu leur donnes 150 grammes de riz, ça va, tu leur donnes 151 grammes de riz, pouf, tu vois. Je leur donne la metformine. Et je regarde, même eux, ils me disent, au bout de 2-3 semaines, la metformine les a aidés à vraiment à virer du gras. Pourquoi ils ont viré du gras? Ils ont viré du gras parce qu'ils n'ont pas stocké de gras. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vu qu'ils n'ont pas stocké de gras, bah, le métabo a fait en sorte que j'ai pas de stocké, bah, ce que j'ai, je le vire petit à petit. Voilà. Donc la metformine fait pareil à un niveau plus élevé. Le problème avec la metformine, c'est de la chimie un petit peu poussée, c'est que ça active l'enzyme AMPK, d'accord? Et protéine kinase, d'accord? Et l'activation de cette enzyme désactive mTOR, d'accord? Et mTOR, c'est l'anabolisme, la synthèse des protéines. Donc quand tu vas prendre la metformine, tu vas augmenter la MPK. MPK, c'est augmentation de la lipolyse et de transport des glucides. Parfait, t'as vu? Mais, à l'inverse, bloque la synthèse des protéines, mTOR. Donc, la question c'est, est-ce que la metformine réduit la croissance musculaire? La réponse, c'est au vu, scientifiquement, tu peux dire que oui, mais t'as pas que mTOR qui crée la croissance musculaire, d'accord? Ça peut réduire mTOR, mais il n'y a pas que ça. Donc, scientifiquement, non, ça ne réduit pas la croissance musculaire. Et de deux, il y a des milliers de bodybuilders qui ont pris ça, qui prennent ça, ils sont arrivés balèzes comme Thanos. Donc, voilà, non. Après, moi, je conseille pas ça, les gars. Prenez la berbérine. Si vous avez du mal à gérer les glucides, vous voyez que vous stockez pour rien, d'habitude, pour rien, prenez la berbérine, c'est tranquille. 1 gramme par prise, 1,5, nickel. Dernière question. Que penses-tu des protéines natives? Déjà, cette question amène à un sujet. J'ai remarqué, enfin c'est vous les abonnés, chers abonnés, je vous kiffe, vous m'envoyez souvent sur Instagram les trucs des autres influenceurs. Vous voyez, mon petit clasher, nanani, nanana, Prozis, tu vois. Et ils se sont mis depuis peu sur les labels Kiowa. Donc j'ai vu, ils ont mis le label Kiowa sur la glutamine, un truc qui sert à rien. Bref. Tu mets le label Kiowa sur la glutamine, mais au moins sur les BCA, tu vois, un truc comme ça. Ils ont sorti la protéine native. En plus, je l'avais dit à l'époque sur ma vidéo sur la Fitness Boutique, c'était aucun partenariat avec eux, hein, aucun partenariat avec eux. C'était juste une boutique franchisée, et j'ai fait un truc avec eux, et j'ai parlé de toutes les marques. Bref. Depuis cette vidéo, toutes les marques, je suis désolé, hein, si je semble la raconte, depuis cette vidéo, toutes les marques ont fait attention. Ils ont commencé à sortir et à surfer sur le truc natif, protéines natives. Ok. Dont Prozis, qui m'ont contacté pour être influenceur, j'ai dit non merci. Si un jour ils sortent des bons produits à tous les niveaux, why not, hein, Prozis ou n'importe qui, même la Redoute, je m'en fous. Mais non, t'as vu, non. Je travaille que pour une marque, c'est NPNG, c'est tout. Ils ont sorti la protéine native, ok. Label Kiowa sur les glutamines, ok, truc qui sert à rien. Bon. Donc comme par hasard, il faut attendre que des youtubeurs fassent bouger un petit peu le game pour que les gens ils se disent bon, on va arrêter d'arnaquer les gens, on va sortir un petit peu des produits moins dégueulasses, avec moins de déchets. Ok. Donc tu regardes, il y a de plus en plus de protéines natives, t'en as partout, même ma protéine, etc. Et les prix commencent à baisser. Ouais. Les prix commencent à baisser. Tu te dis bon, protéines natives, j'avais même fait une vidéo à l'époque qui te dit que protéines natives ne veut pas dire meilleur anabolisme. D'accord? C'est juste que tu as moins de déchets dedans. Donc c'est un choix. Est-ce que tu veux prendre une protéine avec plus de déchets ou moins de déchets? Peu importe. Mais ça va rien changer sur la croissance musculaire ou la perte de gras, la prise de gras. Peu importe, ça va rien faire. Ok? Donc, le truc c'est qu'avec la protéine native, le titre est faux. Le titre est faux. Native, c'est faux. Pourquoi? Parce que protéine native, c'est lactosérum, vient du lait, machin, tout ça, tout le monde la chaîne, c'est logique. Les processus de pasteurisation, d'homogénéisation et je sais pas comment ça s'appelle, le processus pour séparer le gras des protéines, écrémer, enlever la crème du lait, ces processus bouleversent comment ça s'appelle, la composition des structures des protéines, d'accord? Et ce qui fait
que en fait ta protéine n'est pas du tout native. D'accord? La pasteurisation, le reste, je te parle pas de la stérilisation, la pasteurisation, peu importe la température, et le fait d'écrémer tout ça, l'homogénéisation, bouleverse la structure des protéines. D'accord? Donc au final, ta protéine native n'est pas du tout native, c'est un petit dracoleur. Elle est certes de meilleure qualité, ou de moins pire qualité, mais non, c'est pas du tout natif. Je sais pas pourquoi ils ont sorti ça. Après, sur les compléments alimentaires, il y a tellement peu de régulation qu'ils peuvent dire n'importe quoi, d'accord? Bref. Donc tout ça pour dire, les gars, que native, c'est pas native. Le jour où il y aura vraiment un vrai native, protéine native, enfin whey native, je sais pas, si tu veux un truc natif, tu t'achètes une vache et tu bois son lait. Mais c'est pas de la whey. Là, ce serait natif, mais c'est pas de la whey, d'accord? C'est du lait natif. Oui. Donc voilà les gars, j'espère que ces quelques questions vous ont un petit peu aidé. La prochaine FAQ sera avec mon frère Bika. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, c'est la muscu, pas que la muscu. Abonnez-vous, et la vie de moi, abonnez-vous. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, j'ai même pas 50 000 abonnés. Avant je m'en foutais, mais là c'est abusé quand je vois les autres là qui font des vidéos. J'ai même pas 50 000 abonnés, pourquoi? Parce que je suis trop gentil. Je vous dis pas de vous abonner, de liker, de commenter, partager. À partir de maintenant, je vais dire tout le temps, je vais faire comme les autres. Likez cette vidéo. Commentez tout, posez-moi vos questions, peut-être je réponds pas direct, ou peut-être tu me clashes, je vais te reclasher, c'est normal, ou peut-être je vais t'ignorer, ou peut-être tu vas mettre un truc qui va aider tout le monde, tu vas créer un débat, peu importe. Suivez-moi sur Insta, suivez-moi sur Snap, ça va me booster à faire des stories, à vous faire rigoler. Je vais mettre sur Twitch, je vais faire des lives, des FAQ, des machins de ça, pour poser vos questions. Si vous avez besoin de coaching, machin, tout ça, mes e-books, ils sont mortels, je suis désolé, hein. Je suis un putain de coach, la vérité. Regardez mon site, regardez les avant-après sur mon site. Dur de trouver mieux. Et je me la raconte jamais, mais là, je suis obligé de le dire. Et abonnez-vous, les gars. Sur ce, peace. Ain't nobody can touch me. You're doing shit out in public. We always profit in subtle. I feel that shit in my body. Ain't nobody can touch me. You're doing shit out in public.